musée de la préfecture de police à Paris. Dans ses vitrines, la collection d'objets la plus incroyable de l'histoire de la criminalité en France. L'œilleton dans lequel le docteur Petiot regardait agoniser ses victimes. La cordelette qui servit à étrangler l'huissier Gouffet. La chaudière de Landru. Couteaux, revolvers, matraques. Toutes ces armes ont été utilisées pour commettre les crimes les plus sanglants. À partir du 19e siècle, les policiers font appel à la science pour résoudre leurs enquêtes. L'anthropométrie, l'étude de l'iris humain, la graphologie, la morphopsychologie sont utilisées. Daniel Thierry, commissaire divisionnaire et policier de choc, nous entraîne au cœur des plus grandes enquêtes criminelles du 19e siècle. 1889 est l'année de l'exposition universelle qui se tient à Paris, celle pour laquelle a été construite la Tour Eiffel. L'opinion publique va toutefois se passionner pour toute autre chose. Une affaire criminelle particulièrement sordide. À Paris, un huissier disparaît. À Lyon, on découvre une malle et un cadavre. Les péripéties pour rapprocher ces deux faits sont dignes d'un roman feuilleton. Ce livre nous raconte en détail l'enquête qui va conduire protagonistes, policiers et criminels aux quatre coins du monde. La région lyonnaise est le point de départ de l'incroyable affaire de la malle sanglante de Millery. Août 1889. À quelques kilomètres de Lyon, près de la tour de Millery, une odeur pestilentielle importune les passants qui empruntent la route départementale. Le valet de Madame la comtesse Bec de Lièvre vient se plaindre auprès du cantonnier. Sa maîtresse, écœurée par l'odeur nauséabonde, ne peut plus passer par là pour se rendre à l'église. Le 13 août, Denis Coffy, le cantonnier, décide d'intervenir pour enlever cette charogne qui empeste l'atmosphère. Guidé par l'odeur, il descend dans les fourrés en contrebas de la route qui longe la voie ferrée. À quelques mètres de la route, il remarque un gros sac. Un arbuste l'a bloqué dans sa chute. Il est resté accroché là. Des mouches tournent et un relent de cadavres prend à la gorge. Denis Coffy décide de demander de l'aide auprès du garde champêtre de Millery. Les deux hommes se retrouvent bientôt à faire basculer le sac jusqu'à la voie ferrée en contrebas. En se bouchant le nez, le cantonnier défait le nœud qui ferme le sac. Il découvre alors un capuchon en toile cirée. Il retire le capuchon. Un spectacle horrible se présente alors à leurs yeux. Une tête hideuse, gonflée par la putréfaction. Les deux yeux gris grands ouverts les regardent. Les lèvres tuméfiées sont surmontées par une petite moustache. La peau est noire comme les cheveux. Le crâne a éclaté, certainement lors de la chute du sac sur la voie ferrée. Le corps est replié sur lui-même. Dans la position d'un homme accroupi, il est entouré d'un enchevêtrement de cordes incrustées dans la chair, grouillant de verre. La découverte de ce cadavre stupéfie toute la région. Aujourd'hui encore, plus d'un siècle après le drame, la route de la tour de Millery reste un lieu de pèlerinage. Ma mère était née à Grigny. Grigny, c'est la commune suivante, si vous voulez, après Millery. Et que quand elle était enfant, c'est-à-dire pendant la guerre, la Première Guerre mondiale ou tout de suite après, eh bien, le dimanche après-midi, on venait encore en famille montrer aux jeunes où l'on avait redécouvert le cadavre dont la France entière avait parlé. C'est un peu comme le petit Grégory récemment, plus récemment.
Le lendemain matin, dès 8 heures, le docteur Bernard procède à l'autopsie. Le cadavre est particulièrement horrible. Et le docteur Bernard, qui remplace provisoirement le professeur Lacassagne, alors en vacances, n'a pas la pratique de son maître. Il commet quelques erreurs dans son rapport. Le cadavre mesure 1,75 m, décrit-il. Il a entre 35 et 45 ans, des cheveux noirs, une barbe châtain clair. Les dents sont en bon état, mais il manque une molaire droite. Les mains et les pieds sont soignés, signe d'appartenance à une classe aisée. La mort est due à une strangulation. Il a été ligoté après son assassinat et le capuchon en toile cirée placé sur sa tête servait à contenir l'écume sanglante qui s'échappe de la bouche et des narines après un étranglement. La mort remonte à 4 ou 5 semaines. Cette autopsie révèle les causes du décès, mais ne permet pas d'identifier le cadavre. Mais 2 jours plus tard, le jeudi 15 août, un élément nouveau relance l'affaire. Vers 11 h du matin, un agriculteur de la région, Alphonse Richard, se rend avec son fils à la chasse aux escargots. À 1 kilomètre de l'endroit où le cadavre a été retrouvé, il découvre derrière un bosquet les débris d'une malle en bois de grande dimension. Le couvercle cerclé de bandes de fer est d'un seul bloc, alors que le reste de la malle, qui répand une odeur putride, est dispersé en plusieurs morceaux. Ils ramènent les débris chez eux et préviennent la gendarmerie de Saint-Genis. Le brigadier Gilbert Thomas reconstitue la malle. Celle-ci est presque neuve, elle ferme au moyen d'une serrure. L'intérieur est tapissé d'un papier blanc recouvert d'étoiles bleues et sur le côté, 2 étiquettes de chemin de fer. Le brigadier les détache. Le lendemain, les enquêteurs vont découvrir la preuve que le cadavre a bien été transporté dans cette malle. Non loin de l'endroit où se trouvait le corps, ils découvrent une clé qui s'adapte parfaitement à la serrure de la malle. Il n'y a plus aucun doute. C'est bien dans cette malle que le cadavre a été transporté. On fait des appels à témoins, on cherche un petit peu à connaître un petit peu les circonstances qui ont amené cette découverte de ce cadavre. Et puis se manifeste un beau jour un cocher qui s'appelle Laforge. Alors ce cocher vient témoigner. Il n'est pas inconnu des services de police, comme on dit lyonnais. Il a peut-être un rôle un peu d'indicateur. Et il vient expliquer que, en tant que cocher, il a servi à véhiculer la fameuse malle qui aurait contenu donc ce cadavre que l'on a découvert. Et il donne même, chose encore plus précieuse, le nom des personnages qui lui ont confié cette malle à véhiculer, et qui sont 3 petites frappes, disons, de la région connues, qui s'appellent Revol, Châtain et Bouvanin. Donc il donne des noms. Alors tout paraît vraiment, vraiment clair, sauf que vérification faite, ce cocher, qui est aussi un alcoolique notoire, donc d'autant plus bavard, et que tout ce qu'il a raconté est faux. Et donc, au départ, on croyait effectivement avoir trouvé la solution. Eh bien non, c'est déjà le premier échec dans cette enquête qui va connaître encore beaucoup de péripéties. Malgré tout, l'enquête progresse. On tente alors de découvrir d'où vient cette malle. La première étiquette soigneusement découpée par le brigadier Thomas indiquait la gare de départ, Paris. La seconde indiquait la destination, Lyon-Perrache. Mais qui est le cadavre qui a voyagé dans cette malle? À ce moment de l'enquête, nul ne peut répondre à la question. Les recherches sur les personnes qui ont disparu dans la région n'apportent aucun éclaircissement. En effet, certaines sont retrouvées et les autres ne correspondent pas au signalement de la victime. À l'époque, la police n'a pas les moyens scientifiques dont elle dispose aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ferait pour identifier un corps? On ferait des prélèvements sur ce corps, on établirait sa formule ADN et on irait la comparer, pas forcément pour obtenir une preuve irréfutable, mais en tout cas pour lever un doute. À l'époque, cette technique n'existe pas.
Comme personne ne réclame la victime, on l'inhume dans la fosse commune et on s'apprête à clore l'affaire. Nous sommes en 1889, l'année de l'exposition universelle. « 1889 est une date importante, c'est l'année de l'exposition universelle. L'exposition universelle, c'est le triomphe de la technologie française. L'électricité, d'abord, fait son apparition en grande pompe. Et ensuite, le triomphe du fer. La Tour Eiffel, c'est la démonstration qu'on va pouvoir construire beaucoup plus grand et beaucoup plus solide. Malgré les fastes de l'exposition, à Paris, l'opinion se passionne pour une autre affaire. La disparition d'un huissier, Maître Gouffé. L'événement fait la une des journaux. Où est Maître Gouffé? Pour le moment, personne ne fait le lien avec le cadavre de Mielery. Augustin Gouffé est un homme qui a réussi. Son étude, 148 rue Montmartre, est l'une des plus importantes de la capitale. Il a de l'argent. Le vendredi 26 juillet, il est 6h30 du soir quand l'huissier quitte son étude. Il rejoint le boulevard comme il en a l'habitude pour prendre un verre passage des Panoramas. Il y retrouve 3 amis, Henri-Ernest de Testu, Georges d'Acosta et Jean-Pierre Martinet. Les 3 hommes discutent joyeusement pendant 1 heure avant de se séparer. Maître Gouffé a un rendez-vous. Veuf depuis 8 ans, il a 3 grandes filles dont il s'occupe très bien. Il habite avec elles et passe ses soirées à la maison, sauf le vendredi soir, qu'il se garde pour la fantaisie. Alors, Maître Gouffé était un sacré coureur de jupons. Il n'avait pas 1 ou 2 maîtresses, c'était tout un carrousel de maîtresses qui gravitaient dans son orbite. Et pour lui, la nuit du vendredi au samedi était sacrée. Il découchait, mais le matin, à l'heure du petit déjeuner, pour sauver les apparences, il se retrouvait comme par enchantement en famille, comme si de rien n'était. Bon, cela dit, il lui arrivait même d'avoir des extras, notamment dans son cabinet d'huissier, où certaines jolies femmes venaient le trouver elles étaient plus ou moins endettées. Alors là, il pratiquait une saisie de corps et elles s'en retournaient déchargées de leurs dettes. C'est ainsi que on peut dire qu'il se livrait à des batailles de procédure, mais sous les étendards de Vénus. Le lendemain, samedi 27 juillet, Mathilde Pagnon, la cuisinière, constate que Maître Gouffé n'est pas rentré. La chambre est vide et le lit n'a pas été défait. Inquiète, elle attend jusqu'à 2 heures de l'après-midi avant de signaler cette absence inquiétante au beau-frère de M. Gouffé, M. Landry. Ce dernier arrive immédiatement à l'étude. Il constate lui aussi que l'huissier n'est pas derrière son bureau. Imaginant une aventure galante, M. Landry ne se pose pas plus de questions jusqu'au moment où le concierge de l'immeuble lui fait une révélation. Un homme est venu la veille vers 9 h du soir. Il est monté directement à l'étude dont il avait les clés. Après 4 ou 5 minutes, il est redescendu et quand le concierge s'approche, il s'aperçoit qu'il s'agit d'un individu qu'il ne connaît pas. D'ailleurs, ce dernier se précipite vers la porte et sort en courant vers le boulevard. Malgré ce témoignage, Landry attend jusqu'au soir, mais son beau-frère ne revient toujours pas. Il décide d'avertir la police. Le commissaire prend l'affaire au sérieux et commence par rechercher l'homme venu la veille au soir à l'étude. Malheureusement, la description du concierge n'est pas assez précise. Il est difficile de retrouver l'inconnu. Le commissaire décide d'avertir le parquet. Dès le 29 juillet, l'enquête est confiée au juge d'instruction Dopfer et au chef de la sûreté, Marie-François Goron. Alors, Maître Gouffé, un huissier bien connu des milieux d'affaires, disparaît.
Il disparaît dans des circonstances qui ne laissent planer aucun doute sur le caractère criminel de cette disparition. En effet, son étude a été saccagée, on a, semble-t-il, subtilisé un certain nombre de papiers compromettants, mais on a respecté une importante somme d'argent de 14 000 francs, je crois bien, ce qui prouve de façon irréfutable que si le vol était le mobile du crime, on ne volait pas pour de l'argent ou pour des objets précieux, on volait pour subtiliser des papiers compromettants. L'enquête commence par l'entourage du disparu. Le chef de la sûreté entend les hommes d'affaires qui travaillent avec Maître Gouffet. Ils prouvent tous leur bonne foi. Cherchons du côté des femmes, pense alors Goron. Et c'est un défilé de galantes dans le bureau de la sûreté. Mais là encore, aucun élément ne vient éclaircir la disparition de l'huissier. Les jours passent et l'enquête piétine. Mais Goron ne perd pas espoir. Près d'un mois s'est écoulé depuis la disparition de Gouffet, quand le chef de la sûreté ouvre le journal La Lanterne. Il y lit un article sur la découverte du cadavre de Lyon. Tout de suite, il fait le rapprochement. À Paris, j'ai un crime sans cadavre. À Lyon, il y a un cadavre sans crime. Pourquoi ne s'agirait-il pas de la même affaire? Goron a pris l'habitude, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, de lire la presse dans son intégralité. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'était le seul vecteur de communication. La presse écrite. Il n'y avait pas encore de télé, il n'y avait pas de radio. Donc c'était les journaux. Et la préfecture de police, d'ailleurs l'habitude ne s'est pas perdue, ça se fait toujours, récupérait tous les journaux, non seulement parisiens, mais également ceux de province, dont le Progrès de Lyon. Et tout était épluché, en détail. C'était survolé. S'il y avait quelque chose d'intéressant, c'était découpé et collé sur une feuille. Et c'est ce qui se passe. Il se retrouve, il dit tiens, c'est bizarre, un crime, mais c'était un type très intuitif, Goron. C'est un excellent flic parce qu'il avait un flair extraordinaire. Pour vérifier son intuition, Marie-François Goron envoie un de ses agents à Lyon. Le beau-frère de Gouffet, M. Landry, l'accompagne pour essayer d'identifier le cadavre. Il envoie une équipe à Lyon. Évidemment, à Lyon, ces enquêteurs sont très mal reçus. Parce que on ne va pas piétiner les plates-bandes d'un service et surtout des magistrats, parce que les magistrats sont très en première ligne dans cette affaire, en venant mettre en doute peut-être leurs conclusions. On est en pleine guerre des polices, enfin peut-être pas encore tout à fait à ce moment-là, mais dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent, on va l'être, puisque malgré tout, la police parisienne veut absolument lever le doute sur l'identité de ce cadavre, fait venir un proche de l'huissier disparu, de Gouffet, et on lui présente le corps. Bon, évidemment, ce corps, il est extrêmement décomposé, extrêmement putréfié, ça sent horriblement mauvais, en plus on est en plein été. Et donc, à partir de ça, cette chose qu'on voit sur la photo, le malheureux beau-frère, bien sûr, a déjà beaucoup de mal à affronter la situation et va dire non, c'est pas lui, parce que moi, mon beau-frère a les cheveux clairs et celui-là a les cheveux noirs. Le cadavre ne serait donc pas celui d'Augustin Gouffet. L'affaire aurait pu s'arrêter là, mais les policiers ne lâchent pas. Ils s'accrochent au seul indice qu'ils possèdent, la malle. Un inspecteur de la sûreté lyonnaise va être mis sur la piste de la disparition de l'huissier Gouffet parce que la malle, un examen attentif de la malle va montrer qu'elle provient de Paris. Donc c'est la malle qui va mettre sur la piste. Donc le crime est un crime parisien. Et le crime qui retient l'attention, le crime sans cadavre à Paris, c'est Gouffet. Donc, on va procéder à des examens, une deuxième autopsie qui va être réalisée de façon magistrale. L'intuition de Goron était donc la bonne. Il lui reste maintenant à prouver que le cadavre de la malle est bien celui de l'huissier. Il ordonne d'exhumer le corps de la fosse commune et demande une deuxième autopsie. Une autopsie qui va faire date dans l'histoire de la criminologie. Et cette fois-ci, on va charger un grand maître
de la médecine légale, le professeur Lacassagne, de pratiquer cette autopsie. Et cette autopsie peut être considérée comme un chef-d'œuvre. C'est la première grande autopsie des temps modernes. Lacassagne va trouver un amas de chair en décomposition. Donc, qu'a-t-il à sa disposition? Les chairs dont on ne peut rien trouver, on ne connaît pas encore l'ADN, bien entendu. À l'heure actuelle, ce serait une affaire d'enfant. Mais à l'époque, ce n'est pas évident. Alors, on a les os, on a les dents, on a la forme crânienne et on a les cheveux. Le travail sur les os va être remarquable. Lacassagne va mesurer tous les fémurs, tous les humérus, et en se servant d'une méthode mise au point par son gendre, le docteur Rollet, il va en conclure à 1/2 centimètre près, ou même à 1/4 de centimètre près, que ce cadavre a la taille de 2 gouffées. Deuxièmement, les cheveux. Bien, il nettoie soigneusement les cheveux et il s'aperçoit que le noir, qui avait fait croire à Landry que le cadavre était brun, bien, ce noir, ben, c'est du gras de cadavre. Donc il nettoie les cheveux, il s'aperçoit que les cheveux sont blonds. Ensuite, il recueille quelques cheveux de Maître Gouffet qui ont été prélevés sur sa brosse, il fait un examen millimétrique et il s'aperçoit que ce sont les mêmes cheveux. Troisièmement, l'examen dentaire prouve que la conformation des dents est celle de Maître Gouffet. Et quatrièmement, il dit, ce cadavre, du temps de son vivant, cet homme-là boitait, parce que Maître Gouffet souffrait d'une arthrose au niveau du genou. Et cette arthrose, elle est tout à fait visible à l'autopsie. Donc, on a le portrait craché de Maître Gouffet, la description est faite, il n'y a plus aucun doute à avoir, le cadavre de Miry est bien le cadavre de Maître Gouffet. La piste suivie par le chef Goron a fini par payer. Il a retrouvé l'huissier Gouffet. La démonstration magistrale de Lacassagne va marquer l'histoire de la lutte contre le crime. La médecine légale fait son entrée dans l'enquête policière. Ce sont les grands débuts de la police scientifique. À la faculté de médecine de Lyon, les travaux de Lacassagne sont jalousement gardés par le professeur Nedart. Lacassagne a une particularité, si on le compare à ses prédécesseurs, c'est que c'est le premier médecin légiste qui va avoir le souci, non pas de travailler simplement dans un laboratoire, à débiter de la viande, mais il va sortir de son laboratoire et se rendre sur les scènes de crime, de manière à procéder à des relevés d'indices et également à s'imprégner de l'ambiance générale du lieu où le crime a été commis. Intervenir également lorsqu'on retrouve des restes cadavériques pour savoir, évidemment, bien noter la manière dont les restes ont été retrouvés, où ils ont été retrouvés. Et il n'y a pas, je dirais, de meilleure approche que celle qui consiste à se rendre sur place de manière à pouvoir faire les constatations. Mais qui a tué l'huissier Gouffet? Goron cherche maintenant le coupable. Le seul indice dont il dispose, la malle. D'où peut-elle bien venir? Pour obtenir des informations, il l'a fait exposer à Paris et à Lyon. Tous les journaux montrent sa photo. Et quelques jours plus tard, sa stratégie va payer. L'information qui l'attend arrive enfin. Alors c'est là où l'affaire prend une autre dimension, puisque un couple effectivement de Français à Londres disent mais cette malle on la connaît, on sait, c'est nous qui l'avons vendue. Et donc là on retrouve, grâce à eux, on se déplace à Londres, on va faire des vérifications, et on dit voilà, on établit ainsi qui a acheté à Londres, ça paraît assez extraordinaire, cette molle qui a servi donc à embarquer le cadavre de l'huissier Gouffet. À partir de cette découverte sur cette molle, on établit l'identité d'un couple. Il s'agit du couple Hérault-Bompard, alors qui vont bientôt effectivement occuper les unes des journaux, et cela pendant des années d'ailleurs. Alors on essaye de savoir qui sont ces personnages, et on essaye surtout de reconstituer
les faits tels qu'ils se sont déroulés au départ à Paris. Hein. Donc c'est là, puisque toute l'affaire démarre de Paris. Alors qui est ce couple? Michel Hérault est un escroc déjà connu des services de police. Gabrielle Bompard, elle, a 20 ans et elle vit de ses charmes. Gabrielle est la maîtresse de Michel Hérault. Mais où sont-ils passés? Le chef de la sûreté, Marie-François Goron, retourne à la dernière adresse connue de Michel Hérault, place de la République à Levallois-Perret. Il y rencontre son épouse. Elle l'informe que son mari a quitté la France le 27 juillet, justement le jour de la disparition de l'huissier. Il voulait, lui a-t-il dit, échapper aux poursuites dont il faisait l'objet après la faillite d'une maison d'affaires dont il était le gérant. « Je pars pour l'Amérique », a-t-il annoncé à sa famille médusée. Quant à Gabrielle Bompard, personne ne l'a plus revue, elle non plus, depuis le 27 juillet. Alors Gabrielle Bompard était une femme de petite vertu, une prostituée, très jeune, elle avait 20 ans, et naturellement, la fabulation journalistique va se porter immédiatement sur ce personnage, parce que c'est un personnage très médiatique, elle est jolie, elle a beaucoup de charme, et en 2 mots, on peut la définir comme la femme enfant. Et cela plaît énormément. Alors Michel Hérault, lui, c'est un personnage très peu recommandable, il a mouillé dans toutes sortes d'affaires louches, on n'en finirait pas de les énumérer. Alors, ces 2 oiseaux, le problème qui se pose, où sont-ils? Ils ont disparu tout aussi sûrement que Maître Gouffet. Mais il y a fort à croire qu'on ne les a pas assassinés. À Paris, la presse s'emballe. Et du coup, les portraits des fugitifs font la une des journaux en France et dans le monde entier. Les 2 amants se savent traquer. Le couple se déchire et chacun va essayer de sauver sa tête. Un beau matin, voilà que Goron, le directeur de la Sûreté, reçoit une lettre en provenance des États-Unis. Cette lettre est signée de Michel Hérault. Et Michel Hérault dit on a dû fuir, Gabrielle Bompard et moi, aux États-Unis, parce que tout le monde nous soupçonnait, mais moi je ne suis pour rien dans ce crime. Alors c'est une lettre complètement délirante, c'est l'œuvre d'un graphomane, une lettre qui ne veut strictement rien dire, mais elle veut dire une chose au moins, c'est que les 2 oiseaux se sont envolés aux États-Unis. Bon, et de nouveau, l'affaire tourne en rond. Nouveau coup de théâtre quelque temps plus tard, Gabrielle Bompard se présente à la Sûreté. Alors ça c'est le premier grand coup de théâtre de cette affaire. On va enfin savoir à qui on a affaire. Revenu des États-Unis, Gabrielle se présente le 22 janvier 1890, 6 mois après le crime, au cabinet du préfet de police de Paris. Espérant s'innocenter, la jeune femme vient donner sa version des faits. En présence du préfet, elle raconte qu'elle s'est trouvée mêlée au drame sous l'influence d'Hérault. Très à l'aise, à la fin de son récit, elle s'imagine qu'elle va rentrer chez elle. Elle s'apprête à prendre congé quand le préfet l'arrête. « Attendez un peu, mademoiselle, le juge d'instruction va vous entendre avec beaucoup d'intérêt, j'en suis sûr. » Devant le juge Topfer, Gabrielle recommence sa fable. Elle se met à table. Elle dit voilà, j'étais au courant de l'assassinat de ce pauvre monsieur Gouffet. Tout a été organisé par mon ancien amant, Michel Hérault. Moi, je n'ai rien vu. C'est vrai que je lui avais donné un rendez-vous galant. Je l'ai amené dans mon petit nid douillet de la rue Tronçon du Coudray. Et nous sommes rentrés dans ma chambre pour une banale affaire sentimentale. Et alors à ce moment-là, Hérault lui a sauté dessus et l'a étranglé. Là, au moins, c'est clair. Seulement, le récit de Gabrielle Bompard, naturellement, ne tient pas la route. Gabrielle Bompard est incarcérée. Mais où est Michel Hérault?
Les policiers français suivent sa trace aux États-Unis, mais le suspect leur échappe. Hérault pense qu'il va s'en tirer. C'est compter sans la ténacité de Goron. Les journaux diffusent largement le portrait du fugitif. Et là encore, la presse va jouer un rôle primordial dans l'enquête. Hérault est reconnu à Cuba, à La Havane. C'est la diffusion d'une sorte de portrait robot d'Hérault, qui se fait d'ailleurs en plusieurs langues, et qui circule un peu partout, et qui va permettre quand même de localiser un peu mieux ce criminel qui finalement est récupéré donc à Cuba, à La Havane, où il retombe dans ses obsessions, puisqu'il est récupéré dans une maison louche, dans un lupanar. Hasard incroyable! Un ancien employé de Michel Hérault, résidant depuis peu à La Havane, le croise dans les rues de la ville et le reconnaît formellement. Il va le dénoncer au consul de France. Il quitte le consulat de France et la première personne qu'il rencontre, c'est Michel Hérault. Alors immédiatement, il détale, il est poursuivi par Hérault et finalement, Hérault se réfugie. Où donc? Dans un bordel. Dans ce bordel, on le met à la porte. On ne veut pas de lui. Et il est sur le seuil de la porte d'un bordel lorsque des policiers cubains le mettent en état d'arrestation. Jeté en cellule, il profite d'un moment d'inattention de ses surveillants pour tenter de se suicider en se tailladant les veines avec les verres de ses lunettes. Il perd connaissance, mais ses blessures ne sont pas mortelles. Soigné par le médecin du consulat, il reprend ses esprits. Prévenu de l'arrestation du coupable par un télégramme, Goron envoie immédiatement 2 de ses agents à La Havane. Ils reviennent avec leurs prisonniers le 30 juin à bord du paquebot Lafayette. Arrivés à Saint-Nazaire, ils prennent le train pour Paris. Une foule énorme envahit les quais de la gare Saint-Lazare. On veut voir le monstre. Plusieurs brigades de police doivent intervenir pour contenir le flot des curieux qui bloquent la sortie de la gare au cri de « À mort l'assassin ». Le retour d'Hérault, c'est quelque chose d'homérique. C'est une foule immense qui l'attend sur les quais à Saint-Nazaire et à la gare Saint-Lazare. Et partout, on veut le lyncher. De toutes les bouches s'élève un cri à mort l'assassin. Et la police a le plus grand mal à contenir la foule. Et cela n'a rien de fantaisiste, à la différence des récits qui racontent le voyage de Gabriel Bompard à Lyon, puisque le dossier d'instruction comporte un certain nombre de pièces où les inspecteurs se plaignent de l'insuffisance du service d'ordre. Les inspecteurs chargés de la sécurité de Michel Hérault disent « Écoutez, on a failli le lyncher ». On réussit enfin à emmener Hérault jusqu'à la préfecture de police. Il est furieux. « Mais pourquoi ne pas me promener sur un bourricot pour que tous ces cochons me voient ?» dit-il. Le 1er juillet 1890, un an après le crime, Hérault comparaît devant le juge Dopfer. Il commence par donner une version de l'affaire dans laquelle il se présente en victime, mais à la fin de l'entretien, il reconnaît avoir tué Gouffé en le pendant à une corde. « J'ai tiré sur la corde, mais c'est Gabriel Bompard qui lui a mise autour du cou. Nous pensions trouver de l'argent chez lui. Gabriel a tiré Gouffé dans l'appartement. C'est elle qui a eu l'idée du crime. » On décide alors de confronter les 2 amants pour savoir ce qui s'est passé exactement le soir du 26 juillet 1889. On se transporte rue Tronçon du Coudray, dans l'appartement où le crime a été commis. Hérault arrive le premier avec le juge Dopfer. 15 minutes plus tard, Gabrielle fait son apparition. « Je ne peux voir cet homme. Il me dégoûte, dit-elle, lorsqu'elle aperçoit Hérault. » Les 2 amants vont se rejeter la responsabilité du crime. Hérault commence. « Je n'ai pas étranglé Gouffé, je l'ai pendu, ou plutôt nous l'avons pendu, Gabriel et moi. Elle était appuyée sur les genoux de l'huissier. À un moment, elle a détaché la cordelière qui serrait son peignoir. Elle l'a passée autour du cou de Gouffé. Puis elle a mis la cordelière dans le mousqueton que j'avais préparé. J'ai tiré la corde et Gouffé s'est trouvé pendu.
Ce n'est pas vrai, c'est lui qui a passé la corde autour du cou. Ensuite, il s'est jeté dessus et il l'a étranglé. Ah, Gabriel est une vraie furie. C'est un menteur, crie-t-elle. C'est lui qui a tout fait. Alors, elle se défend en disant que Hérault l'a étranglé. Mais on lui dira, mais puisqu'Hérault l'a étranglé, à quoi sert le porte-mousqueton dont vous nous avez parlé? C'était bien pour le pendre. On n'a pas besoin d'un porte-mousqueton, autrement dit d'un crochet, pour étrangler quelqu'un. Lorsqu'on le pend, on le pend. Lorsqu'on l'étrangle, on l'étrangle. Donc, cette histoire de corde et de poulie, comment avez-vous fait pour l'inventer alors qu'il a été étranglé? Puis là, évidemment, elle a été confondue. Décidément, les deux amants ne s'aiment plus. À force d'interrogatoires et de recoupements, Goron réussit à reconstituer l'histoire. En juillet 1889, la situation financière du couple est catastrophique. Il se réfugie à Londres et imagine un plan pour extorquer des fonds. Ils achètent une malle de grande dimension, une corde de 4 mètres et des poulies, mais aussi une cordelière en soie rouge capable de supporter le poids d'un homme et assez élégante pour servir de ceinture au peignoir de Gabriel. Alors ceci, c'est la cordelette qui a été utilisée pour étrangler l'huissier Gouffé. Et c'est la vraie cordelette, celle qui a été fabriquée spécialement à cette intention et qui permet donc de retenir toute la préméditation de l'affaire, puisqu'elle a été faite selon les indications de Michel Hérault, avec la complicité de son ami Gabriel Bompard. Ils avaient demandé une cordelette solide, on peut considérer qu'elle l'est, mais qui soit suffisamment esthétique, donc munie de ces petits ornements, pour que Gabriel Bompard s'en serve comme ceinture de sa robe de chambre, et que lorsqu'ils attireraient Gouffé chez elle, elle puisse se servir de la cordelette sans attirer son attention. De retour à Paris, il s'installe sous le nom de Labordère dans l'appartement du crime. Il se procure 7 mètres de toile que Gabriel transforme en sac. Après réflexion, ils choisissent leur victime. Ce sera l'huissier Gouffé. Hérault sait qu'il a beaucoup d'argent et qu'il consacre les vendredis soirs à ses escapades amoureuses. Le piège qui va se refermer sur l'huissier Gouffé commence ici, au 148 de la rue Montmartre. Comme tous les soirs, Gouffé quitte son étude aux environs de 18h et il va prendre cette direction pour se rendre au Café Véron où il a rendez-vous avec ses amis. Après avoir pris un verre avec ses amis, ce vendredi 26 juillet 1889, Augustin Gouffé a rendez-vous avec Gabriel pour une soirée galante. Elle le retrouve à 19h place de la Madeleine, au marché aux fleurs. À l'instigation de Michel Hérault, Gabriel Bompard a tendu le piège de ses lèvres à Maître Gouffé. Alors, Maître Gouffé, une jolie jeune fille de 20 ans, femme-enfant, naturellement, c'est un morceau de roi. Et il mord à l'hameçon immédiatement. Hérault, lui, installe le système de pendaison. Un gros clou dans la poutre, une poulie, un mousqueton qui servira à attacher la cordelière que porte pour le moment Gabriel autour de la taille. Il installe des rideaux pour masquer le mécanisme. Hérault prend sa place derrière les rideaux. Gabriel entre avec l'huissier dans l'appartement. « Sais-tu que tu es joliment installé ?» dit-il en faisant le tour de la pièce. « Ce n'est qu'un petit pied-à-terre, dit-elle, en l'invitant à s'asseoir sur le canapé. Mutine, elle s'approche de lui en enlevant la cordelière qui retient son peignoir. Tout d'un coup, elle enlève sa ceinture et elle le passe autour du cou de Gouffé, en lui disant toutes sortes de choses gentilles. Le peignoir, c'est chancre. Gouffé commence, je n'insiste pas, et mine de rien, Gabriel Bompard lui passe le lasso autour du cou, prêt à l'étranglement, et
elle l'accroche. Michel Hérault tire, il tombe dans le vide, et puis Maître Gouffet, qui s'imaginait être au nu avec Gabriel Bompard, eh bien il va se retrouver au nu pour de bon, parce qu'il meurt étranglé par ce nœud coulant en l'espace d'une seconde. À tel point que Hérault dira, je ne savais pas que c'était aussi facile de pendre quelqu'un. Donc c'est une préméditation absolument infernale. La police est stupéfaite. On n'a jamais vu une chose pareille, une telle préméditation, une telle ingéniosité dans les annales du crime, et pourtant, c'est vrai, tous les détails vont être vérifiés par l'enquête de police. Mais les deux amants sont déçus. L'huissier ne possède que 150 francs sur lui, une montre et une bague. Il a son trousseau de clés. Hérault s'en empare, court à son étude de rue Montmartre pour ouvrir le coffre-fort. Il échoue et rentre bredouille. Ici, l'étude de Maître Gouffet. Et c'est par cet escalier que Michel Hérault va descendre, après avoir tenté de cambrioler l'étude et d'y voler de l'argent, parce que malheureusement, il n'a pas réussi, puisqu'il n'a pas pu ouvrir le coffre-fort. Les deux amants se retrouvent avec un maigre butin et un cadavre sur les bras. Ils découpent alors les vêtements de la victime, placent le cadavre en position de fœtus et le saucissonnent avec la corde qui a servi à le pendre. Ils mettent ensuite l'huissier dans le sac qu'a cousu Gabriel, sans oublier de recouvrir la tête avec une toile cirée pour éviter les écoulements sanguins. Ils mettent enfin le sac dans la malle. Il est 11h du soir. Hérault rentre chez lui comme si de rien n'était. Gabriel va dormir tranquillement avec le cadavre dans la malle près de son lit. Le lendemain matin, ils prennent le train de 11h15 pour Lyon. Enfin, c'est le 28 juillet qu'ils jettent le corps sur la route de Millery et qu'Hérault détruit la malle à coups de pied près de Saint-Genis. De Lyon, ils partent pour Marseille et de là embarquent pour l'Amérique. Le procès s'ouvre le mardi 16 décembre 1890. Plusieurs centaines de Parisiens se massent à l'entrée du palais de justice. À 11h précises, les portes s'ouvrent. 150 badauds réussissent à pénétrer dans l'enceinte. Ils sont contenus dans la salle des pas perdus pendant que les 200 personnes qui ont le privilège d'être invitées entrent pour assister au procès. Le procès va commencer ici, au palais de justice de Paris. Le jour de l'ouverture du procès, la place Dauphine est noire de monde et des centaines de personnes se bousculent à l'entrée pour pouvoir entrer comme au spectacle. Heureusement, certains privilégiés ont pu obtenir des places réservées. Encore une fois, c'est plus attractif et plus intéressant que l'opéra ou le théâtre. Fort heureusement, aujourd'hui, les choses ne se passent plus du tout de la même façon. On a quand même moralisé ces pratiques, moralisé le procès pénal et ce qui l'entoure. À midi, le président et la cour s'installent dans le tribunal. Arrivent enfin Gabriel Bompard et Michel Hérault. Tous les regards convergent vers eux. Le procès dure 5 jours. Les avocats de Gabriel mettent au point une stratégie de défense incroyable. Elle aurait agi sous hypnose. Un spécialiste, le professeur liégeois, relate dans le prétoire ses expériences. Il conclut que l'accusé avait certainement été hypnotisé pour exécuter le crime. Déclarer Gabriel Bompard coupable, « J'aimerais mieux me couper la main que signer un tel verdict », dit-il, en guise de conclusion. Maître Henri Robert, le défenseur de Gabriel Bompard, demanda à la cour que sa cliente soit interrogée sous hypnose, devant le tribunal. Sa requête fut bien évidemment rejetée par le président, provoquant une grande déception du public qui aurait aimé assister à une démonstration spectaculaire. Alors, lorsque, naturellement, la suggestion hypnotique, c'est un nouveau coup de théâtre. C'est la grande époque de la suggestion hypnotique, 1889. Deux écoles s'affrontent, l'école de Charcot à la Salpêtrière et l'école de Nancy, sous la direction du professeur Bernheim.
Et alors, Charcot, en ce qui concerne le crime sous suggestion hypnotique, dit oui, on peut suggérer à une personne hypnotisée d'assassiner quelqu'un. On peut l'armer d'un couteau, la personne hypnotisée croira qu'elle a un vrai couteau à la main, elle se préparera à assassiner la personne qu'on lui demande d'assassiner, mais si la personne hypnotisée n'est pas un assassin, eh bien, au dernier moment, elle reculera et cela se traduira par une crise d'hystérie. L'école de Nancy, sous la direction de Bernheim, a une conception totalement différente du crime sous suggestion hypnotique. Elle dit la chose suivante. On arme n'importe quelle personne avec un couteau, eh bien, elle obéira à la suggestion hypnotique et elle l'assassinera. Bon, ce sont deux conceptions du crime sous suggestion hypnotique totalement différentes. Or, le procès de Michel Hérault et de Gabriel Bompard arrive à point pour permettre aux deux écoles de s'affronter. Et pendant toute une journée, le palais de justice va être transformé en amphithéâtre de faculté de médecine, où nous allons voir les professeurs de l'école de Nancy et les professeurs de la Salpêtrière s'affronter dans un face-à-face qui va d'ailleurs devenir comique. Le 5e jour, le procureur Quesnay de Beaurepaire commence un réquisitoire sans concession. Il ne trouve aucune circonstance atténuante aux deux accusés. Maître Décory, le défenseur d'Hérault, tente d'humaniser son client, ensorcelé, dit-il, par les charmes de Gabriel Bompard. Maître Henri Robert, l'avocat de Gabriel, décrit son enfance malheureuse, abandonné par son père et tombé sous l'influence d'Hérault. Il conclut « Gabriel Bompard est une malade. Or, les malades, on les soigne, on les guérit si on peut. On ne les envoie ni au bagne, ni à l'échafaud. » Les jurés se retirent pour délibérer. Les débats vont durer plus de 2 heures. Que vont-ils décider? Lorsqu'ils reviennent dans la salle d'audience, la tension est à son comble. Les deux accusés sont déclarés coupables. Le jury ne trouve aucune circonstance atténuante à Michel Hérault. Il est condamné à mort. Gabrielle Bompard, en grande courtisane, n'a pas cessé durant tout le procès de jouer de ses charmes. Les jurés ont été séduits, elle sauve sa tête. Elle est condamnée à 20 ans de travaux forcés. Gabrielle Bompard est emmenée sur le champ à la maison d'arrêt de Clermont-sur-Oise pour y purger sa peine. Elle n'en effectuera que la moitié. Le 7 juin 1903, après 12 ans de prison, elle bénéficie d'une grâce présidentielle accordée par Émile Loubet. Elle travaille ensuite comme conseillère artistique sur les spectacles inspirés par La Malle sanglante de Millery. Michel Hérault eut moins de chance. 6 mois après sa condamnation, le lundi 2 février 1891, au petit matin, on vient le chercher dans sa cellule. Il se tourne vers l'abbé Faure, l'aumônier de la Requête, et le prie d'aller voir sa femme et sa fille. « Dites-leur que je leur fais mes adieux et que je désire qu'elles soient heureuses. » Il marche ensuite d'un pas ferme vers l'échafaud, mais il trébuche en chemin. Il y a là-dessus une petite anecdote, c'est que quand il va monter sur l'échafaud, il se trouve mal et il se débat énormément. Donc ils sont obligés de se mettre à 3 pour le tenir et ça cesse que quand le couple tombe. Après l'exécution de Michel Hérault, cette affaire reste longtemps dans la mémoire populaire. Elle permet aussi de révéler l'importance des experts dans les enquêtes criminelles. L'affaire de la malle sanglante de Millery a également mis en évidence l'importance des méthodes scientifiques dans l'investigation criminelle et le rôle déterminant des professeurs lyonnais Locard et Lacassagne.
Ce n'est sans doute pas un hasard si aujourd'hui le siège de la police scientifique et technique se trouve à Écully, tout près de Lyon.